Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Il s'est passé plein de choses aujourd'hui. Regardez l'Ether à 4700 $ quasiment. On va parler aussi de Circle et une nouvelle tendance. On en a vu hier, on a vu aujourd'hui de très grosses entités qui lancent leur propre blockchain. Circle, la société derrière l'USDC, lance sa propre blockchain. On va parler aussi de plein d'autres choses. Un changement majeur au niveau des tokenomics de OKX et le token bondit du jour au lendemain. Regardez cette forte hausse. On va parler de Donald Trump. On va parler aussi de Coinbase qui achète du thon, du Open Network et plein d'autres sujets. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC à 120 200 $. Ethereum 4 695 $, plus 9,4%. Et il y a plein d'altcoins qui sont en hausse aujourd'hui aussi. OKB, on va en parler dans quelques instants, 127% de hausse, ça c'est exceptionnel ce qui vient de se passer, mais même d'autres altcoins, regardez, on peut voir le Solana, regardez Solana, la forte hausse aujourd'hui, 15,6% pour Solana, Dogecoin 12,6%, Cardano 13%, bref, une très belle journée pour les cryptos. Et je voulais revenir sur l'Ether qui, d'une certaine manière, il tire un peu le marché vers le haut depuis quelques temps. Regardez, sur une semaine, 29% de hausse. C'est parmi les plus fortes hausses. Chainlink fait mieux, 43% de hausse. On a parlé des bonnes nouvelles de Chainlink hier. Et je voulais revenir sur Ethereum avec vraiment plein de sociétés qui continuent d'acheter de l'Ether et notamment Edzilla. Oui, c'est un nom un peu bizarre. Et le cours de l'action Edzilla, qui est une société qui a pour but maintenant d'acheter le plus d'Ether possible, vient de bondir. Très forte hausse pour le cours de cette action. Pourquoi? Parce que Peter Thiel, l'investisseur légendaire de la Silicon Valley et aussi crypto, vient de prendre une participation de 7,5% dans cette société. Et le cours de l'action a triplé. Alors, Peter Thiel, il avait investi sur Facebook. C'était le premier investisseur vraiment sur Facebook. Il avait aussi donné à Vitalik une bourse, là, la Thiel Fellowship, bien avant qu'il lance Ethereum. Il est très impliqué du coup quand même, enfin il est très au courant de ce qui se passe je crois sur Ethereum. Il investit massivement, sachant qu'il avait déjà pris une participation de près de 10% dans Bitmain, la société numéro 1 qui achète massivement de l'Ether, qui a 1% de la supply de l'Ether, 1,2 million d'Ether. Et on peut voir ici que Edzilla, ils sont beaucoup plus petits, à peine 386 millions d'Ether. Et ça continue. Et ce qui est notable aussi, c'est, regardez, si on prend ce nouvel indicateur en fait que présente le site stratégique Hedge Reserve, il y a plus de 8% de la supply d'Ethereum qui est soit dans les ETF, soit dans les sociétés qui accumulent des Ethers. Les sociétés ou les treasuries qui ont des Ethers. C'est-à-dire toutes les sociétés que vous voyez ici. Donc ça peut être aussi des blockchains tels que Mantel, le Mantel DAO qui a 500 millions de $, mais c'est assez énorme, ça fait à peu près 8% de la supply qui est sorte d'investissement. Tout n'est pas bloqué, hein. De toute façon rien n'est bloqué, même je vais dire, même ce qui est dans les ETF c'est pas bloqué, les gens peuvent vendre et il y a un mécanisme qui fait que les Ethers peuvent être vendus. On a le système d'outflow dont je vous ai déjà parlé, il y a la vente au final d'Ethers, mais c'est quand même assez important les 8% dans ces types de sociétés. Et autre bonne nouvelle, hein, au niveau Ether, il y a eu 524 millions de dollars en un jour qui est arrivé. C'est pas un record, on a eu quasiment 1 milliard de dollars il y a quelques jours. Là, on a 500 millions, ça reste des niveaux très élevés pour dire que les investisseurs continuent d'acheter massivement de l'Ether. C'est pas une surprise quand on voit l'évolution du cours de l'Ether. Et je pense vraiment que c'est ce qui pousse, c'est ce qui tire vraiment le prix de l'Ether vers le haut et que ça va continuer. Quand on voit aussi ce que Bitmain vient d'annoncer, ils ont fait une demande pour passer à 20 milliards de dollars pour pouvoir acheter plus de 20 milliards de dollars d'Ether. Ils étaient limités à 5 milliards environ. Là, ils ont fait la demande, ils vont passer à 20 milliards de dollars. Bien sûr, il faut qu'ils lèvent les 20 milliards de dollars, ils n'ont pas encore fait tout ça. Mais c'est pour dire vraiment l'ambition d'atteindre les 5% de la supply est clairement réalisable pour Bitmain. Et on reproche souvent à la fondation Ethereum de vendre au top, de vendre quand l'Ether est au plus haut et d'être très bon pour timer le marché de l'Ether. Alors attention, il y a un nouvel article qui vient de sortir, c'est pas sûr, hein, mais on dit en fait que la fondation Ethereum aurait vendu 12,6 millions d'Ether, ce qui est pas si énorme que ça. Le wallet, on n'est pas sûr que ça soit la fondation Ethereum, c'est un wallet qui a reçu de l'argent de la fondation en 2017. Ça peut être une entité, ça peut être un développeur, je ne sais pas qui ça peut être, mais en tout cas, il y a eu une vente qui a été réalisée.
Faut pas non plus voir trop d'inquiétude, enfin faut pas avoir trop d'inquiétude à ce niveau-là. La fondation Ethereum vend régulièrement des Ethers pour pouvoir mener à bien l'objectif de la fondation. Ils donnent des bourses, ils donnent des grants, etc. Ils ont besoin de payer les salaires aussi des divers développeurs, faut pas s'inquiéter, mais c'est assez drôle quand même, en cette forte période où on se rapproche du plus haut historique de l'Ether, de voir la fondation Ethereum qui vend. Personnellement, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ensuite, il y a eu une news, je crois, enfin pour moi elle est majeure. C'est Circle, la société qui est derrière l'USDC. Donc on parle du deuxième stablecoin du marché avec 66 milliards de dollars. Et bien Circle vient d'annoncer une nouvelle, enfin une blockchain, leur blockchain Arc. C'est quelque chose vraiment d'assez inattendu. Je ne m'attendais pas à ce que Circle lance là comme ça une blockchain hier, ou annonce le blockchain hier. C'est une blockchain EVM compatible, donc il va faire tourner tous les smart contracts en Solidity, qui va être centré sur les stablecoins. On se doute, hein, vu que c'est Circle qui est derrière. Et on peut voir aussi un peu plus de choses sur cette blockchain. Il y aura un sorte d'exchange intégré à la blockchain qui va même qui va obtenir les prix off-chain. Je peux vous montrer un peu tout ce qui va se passer aussi sur cette blockchain. Les frais de gaz vont être payés en USDC. Il y aura un exchange par défaut dans la blockchain. Il y aura des performances vraiment très rapides. Si on va sur cette analyse que je trouve hyper bien de Ignace, qui nous explique qu'on devrait avoir plusieurs milliers de transactions par seconde, au moins 3000 transactions par seconde avec 20 validateurs, parce que oui, ça ne sera pas complètement décentralisé, ça sera même très centralisé, avec un nombre de validateurs qui va être limité. Uniquement les personnes qui sont autorisées, il y aura de la proof of authority, donc c'est uniquement les personnes qui vont être autorisées à être validateurs qui vont être validateurs, donc probablement des grandes entités, enfin des institutionnels ou autres. Mais ce qui permet d'avoir un nombre de transactions élevé. On peut cibler 10 000 transactions par seconde avec 4 validateurs. Solana, ils sont à quelques milliers de transactions par seconde, mais c'est beaucoup plus décentralisé. Là, vraiment, ils optent pour une approche assumée, d'être complètement centralisé. Et limite, c'est pas déconnant non plus, parce que Circle, c'est extrêmement centralisé. Donc, ils suivent un peu cette approche. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que il y aura pas forcément de rendement qui va être offert sur la plateforme, en tout cas pour les Américains, vu les limitations qui ont été faites pour les Américains avec le Genius Act sur la possibilité d'offrir du rendement quand on est un émetteur de stablecoin. L'action le lapsus, l'action Circle a bien augmenté suite à cette annonce, parce qu'en fait, ça va donner de nouvelles sources de revenus pour Circle. Moi, je pense vraiment là, comment je vois les choses. Je vois Circle qui se dit, tiens, c'est à la mode de lancer notre propre blockchain. On peut potentiellement dans le futur lancer un token. Ils peuvent du coup être valorisés avoir une meilleure valorisation grâce au lancement de ce token, leur propre token de gouvernance par exemple, ou ajouter de l'utilité à ce token-là. Sinon, ils peuvent juste continuer d'ajouter de l'utilité à de l'USDC, mais ça va être très compliqué pour moi de se positionner avec une blockchain spécifique pour l'USDC, et même les blockchains spécifiques à l'USDT, on en a vu au moins 2 qui sont en train d'être lancés. C'est assez compliqué. On est un peu, pour moi, d'une certaine manière, en train de recréer les banques, en fait, tout simplement. On avait les entités extrêmement centralisées dans la finance standard. Là, dans la finance décentralisée, on a des entités qui ont offert un produit qui était supérieur aux alternatives décentralisées. L'USDC et l'USDT, il n'y a aucun stablecoin décentralisé qui a atteint ce niveau, qui a atteint aussi cette stabilité offerte par les stablecoins centralisés. Donc au final, ils ont fait un très bon produit centralisé. Là, ils sont en train d'aller vers des blockchains centralisées. La question, c'est est-ce que les utilisateurs vont migrer vers ce type de blockchain? Moi, je pense que non, massivement. C'est-à-dire que je ne pense pas que ces blockchains vont dépasser Solana, Ethereum en termes de smart contract, d'applications de finance décentralisées, etc. Par contre, en termes de paiement, en termes de transfert d'argent purement basé sur les stablecoins, oui, ça a du sens pour eux. Je pense qu'il y a pas mal d'exchanges qui vont s'intégrer avec ce type de blockchain pour offrir des dépôts et des retraits sans frais. Et là, on voit une utilité pour les utilisateurs. Mais au final, je ne pense pas qu'il y aura un écosystème florissant de finances décentralisées sur ce type de projet. Je crois plus aux blockchains de type Base, adossées du coup à une entité centralisée, mais qui opte pour une approche beaucoup plus décentralisée, dans le sens où ça reste un layer 2. Et il y a certaines choses qui permettent quand même de lancer ce qu'on veut sur cette blockchain-là, même s'il n'y a pas de validation, il y a un seul séquenceur. Je pense que cette approche est quand même mieux. Cette approche aussi inquiète, cette approche, c'est-à-dire de Circle qui lance sa propre blockchain, de Stripe aussi dont je vous ai parlé hier, qui a annoncé sa propre blockchain spécialisée dans les paiements.
c'est quelque chose qui fait réfléchir à l'avenir des blockchains, à l'avenir des Layer 2, à l'avenir de Solana aussi. J'ai même vu un article sur le sujet. Est-ce que le fait qu'il y ait ces grandes entités qui lancent des blockchains, est-ce que c'est pas bon pour Solana? Est-ce que c'est pas bon pour Ethereum? Déjà, c'est pas bon pour Ethereum parce que c'est pas la vision d'avoir plusieurs blockchains qui existent vraiment en parallèle. C'était plus la vision d'avoir les Layer 2 qui sont construits sur Ethereum. Donc oui, c'est pas bon pour Ethereum. C'est pas bon non plus pour Solana parce que Solana, la vision, c'est d'avoir une blockchain hautement performante qui peut capter plein de cas d'usage différents et que les institutionnels vont venir se lancer sur Solana. C'est pas le cas. On n'est pas en train de constater ça pour Circle et Stripe, même pour Robinhood et d'autres entités qui ont choisi de se lancer en Layer 2 sur Ethereum ou directement sur Ethereum, tel que eToro. Donc c'est pas extrêmement bien, enfin c'est pas bon, tout simplement pour la plupart des blockchains. Même pour Ethereum, la vision d'avoir plein de blockchains différentes, etc., il vaut mieux que... J'ai vu une interview de Vitalik là, il y a quelques jours sur Bankless où il disait en fait qu'il valait mieux que les actifs de type USDC et USDT soient mintés sur les blockchains, sur la blockchain centrale, donc sur Ethereum, plutôt qu'être bloqués mintés, d'être créés sur des blockchains alternatives d'un point de vue sécurité. Donc là aussi, c'est pas top en fait ce qui est en train de se passer, mais tant mieux, on est en train d'offrir, en fait, de reproduire plutôt une approche qui avait été lancée il y a quelques années, d'avoir des blockchains privées qui sont lancées. On est en train d'avoir un peu une autre tentative, d'avoir des blockchains publiques mais appartenant à des sociétés avec beaucoup de centralisation. Le marché va juger au final. Si les utilisateurs adoptent ce type de produit et font des choses sur ce type de produit, ça veut dire qu'il y avait vraiment un intérêt, ils avaient raison de lancer ce type de blockchain, sinon ça va pas marcher. Et moi je suis de l'avis qu'il n'y aura pas un usage massif sur ce type de blockchain en tout cas ça va pas venir concurrencer les principales blockchains de type Ethereum et Solana. Je pense que l'aspect centralisation va commencer à faire peur aux gens. Mais après, il ne faut pas non plus dire c'est nul, c'est blockchain parce que c'est centralisé. Dans le sens où si vous utilisez de l'USDC sur Ethereum, c'est pareil que d'utiliser de l'USDC sur ce type de blockchain. Dans tous les cas, l'entité centrale, Circle, a la possibilité de bloquer l'USDC. Si vous avez peur de la décentralisation, si vous voulez plutôt de la décentralisation, optez pour des actifs décentralisés. Solana, Ether... Liquity, enfin le token de Liquity, le Bolt par exemple ou autre, là vous avez une vraie décentralisation et pas de risque de censure associé. Mais en tout cas voilà, c'est quelque chose, c'est une nouvelle tendance, les entités qui lancent leur propre blockchain et tant mieux que ce soit public dans le sens où n'importe qui peut venir utiliser, mais j'aurais aimé que ça soit construit sur une blockchain publique existante, même si c'est Solana, même si c'est Avalanche ou autre. C'est quand même plus intéressant, je crois, pour les utilisateurs. Autre news dont j'ai pas parlé, c'était en fait le Scott Bessent, le patron, enfin il est au gouvernement américain, le ministre du commerce, il me semble, du trésor, je sais même plus. Bref, je retrouve même plus l'article. Voilà, Treasury Secretaries, à la tête du département du trésor, qui appelle la Fed à baisser de 0,5% les taux directeurs d'ici septembre. Le marché s'accorde à dire qu'on devrait avoir une baisse de 0,25%. Lui, il appelle à une baisse plus importante. Et si on a une baisse plus importante, pour moi, c'est extrêmement bullish. C'est une très bonne nouvelle pour les marchés crypto et les marchés boursiers, etc. Donc, espérons que ça arrive. Ensuite, on va parler d'un token qui a vraiment explosé en un jour. Je voulais vous parler de OKX et de leur token LOKB qui a fortement augmenté. Je vous ai montré plus de 100% de hausse. On est passé là de 50 $, à peu près 46 $ à 106 $ x2. Qu'est-ce qui s'est passé? OKX vient d'annoncer un changement majeur au niveau des tokenomics du token OKB. Ils vont limiter la supply à 21 millions. Ils vont burn 65 millions, c'est-à-dire ils vont détruire 65 millions de tokens qu'ils avaient accumulés. C'est vraiment quelque chose qu'on voit rarement. Et surtout, ils vont faire quelque chose aussi qui est indispensable. Ils vont enlever la capacité de mint et de burn des smart contracts. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir plus tard une opération pour recréer les tokens comme on a pu le voir sur crypto.com qui l'a fait avec le CRO. Le point qu'ils n'ont pas dit, c'est est-ce qu'ils vont enlever aussi le droit d'ajouter et d'upgrader le smart contract. Parce que si on peut quand même upgrader le smart contract pour rajouter les fonctionnalités plus tard, c'est pas bon non plus. Mais bon, bref, c'est une bonne chose pour le token. Le token a bien pump. Tous les investisseurs de jetons doivent être vraiment très contents d'avoir du OKB dans leur portefeuille. Ensuite, on va parler de finances décentralisées sur le Bitcoin, une certaine finance décentralisée sur le Bitcoin, avec la plateforme Odin.fun, qui est une sorte de launchpad de memecoin, des memecoin runes par exemple sur le Bitcoin, qui vient d'être piraté pour 7 millions de $.
En fait, sur le Bitcoin, il n'y a pas ces smart contracts, il n'y a pas tout ça, mais ils avaient construit une sorte de layer 2, une sorte de blockchain parallèle au Bitcoin, Valhalla, qui était a priori construit sur ICP, vous connaissez le gros projet ICP, Internet Computer, et ben, ils se sont fait voler 7 millions de dollars. La trésorerie d'Odin.fr ne permettra pas de combler ce trou. On n'a pas le détail du piratage, il y a eu une manipulation du prix, ils ont fourni des tokens en fait avec une faible liquidité dont ils ont réussi à gonfler le prix artificiellement pour ensuite retirer les bitcoins. Et malheureusement, on est en train de voir du coup des piratages sur d'autres écosystèmes que Ethereum et Solana, même le bitcoin, on peut avoir ce type de piratage. Alors on a vu Blockstream qui essaie de lancer un nouveau langage de programmation moins susceptible d'être vulnérable à tout ça. C'est loin d'être adopté. Mais voilà, pour vous dire, quasiment tout est piratable. Il n'y a pas de projet qui n'est pas piratable quand on parle de smart contract. Je voulais aussi je vous rappelle les 45 € offerts sur Bitvavo, l'exchange partner de la chaîne. Ça se termine le 25 août pour les 20 € offerts si vous déposez 500 € et vous avez encore un peu de temps pour profiter aussi des 25 € offerts si vous tradez 100 € sur la plateforme. Deux promotions différentes, ça peut sembler complexe, mais dites-vous que vous avez 45 € à obtenir sur Bitvavo. C'est l'occasion de découvrir une nouvelle plateforme si vous ne l'avez pas fait. Et même si vous êtes un utilisateur existant, vous pouvez profiter des 20 € offerts si vous déposez 500 €. Le lien est dans la description. Ensuite, on va parler de Donald Trump. Donald Trump et qui aurait gagné 2,4 milliards de dollars grâce aux cryptos depuis 2022. Comment il a fait pour gagner tout ça? C'est un article de Cointelegraph qui nous explique, ça nous vient d'une analyse de New Yorker sur le sujet. 2,37 milliards de dollars, principalement grâce à Trump Media. Vous avez la société Media qui s'est mise aussi aux cryptos. Grâce aux jetons, au même coin, Trump, 385 millions de dollars. Trump Media, c'est 1,3 million de dollars. Grâce à un certain nombre d'investissements dans des tokens, et notamment là on parle de World Liberty Financial, 400 millions de dollars. Et d'autres investissements négligeables. Dans les NFT, ça lui a rapporté dans les 14 millions de dollars. American Bitcoin, je ne sais même pas ce que c'est, 13 millions de dollars. Un investissement d'un pays du Golfe, 243 millions de dollars. Ça, je pense, c'est l'investissement qui a été fait avec l'utilisation de son propre stablecoin. Bref, en tout cas, Trump a vraiment bien gagné de l'argent avec les cryptos. Il est littéralement milliardaire, au moins uniquement grâce aux cryptos, sans compter ses autres investissements dans l'immobilier, etc. On voit bien le conflit d'intérêts. Il a poussé à fond la législation pro-crypto. Et ensuite, il a gagné de l'argent grâce aux cryptos. Donc, c'est pas étonnant, mais ça ne semble pas faire polémique plus que ça dans les médias ou autres. Les gens ne s'offusquent pas de ce qui est en train de se passer avec Trump. Et moi, je vous l'ai dit, je ne vais pas me plaindre parce que quand même, quand on voit le cours des crypto-monnaies actuellement, c'est ce à quoi on s'attendait avec l'élection de Donald Trump au final. Ensuite, on va parler de Coinbase qui accumule des jetons et des jetons de thon. The Open Network, le jeton associé à Telegram, le jeton qui avait été initialement créé par Telegram, mais ils ont dû s'en séparer et rembourser les investisseurs, et il y a une fondation qui a été créée pour lancer ce propre token. Et en fait, c'est la branche investissement de Coinbase, Coinbase Venture, qui a acheté les jetons thon. Ils ne l'ont pas fait auprès de la fondation thon, ils l'ont fait auprès de Telegram. Ça, c'est assez étonnant, c'est la fondation thon qui dit ça. Du coup, Telegram a dû accumuler beaucoup de jetons thon. Et du coup, ils en ont vendu à Coinbase qui a fait un investissement. On n'a pas le montant, combien exactement ils ont acheté, mais c'est une bonne nouvelle pour Telegram, plutôt pour Thon, que Coinbase investisse sur ce projet. On n'a pas la date, on n'a pas le montant, donc attention, il faut être vigilant, mais c'est quand même pas mal. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. Si vous voulez vraiment faire fructifier vos cryptos grâce à la finance décentralisée, n'hésitez pas, vous avez le lien dans ma description, j'offre un accompagnement pour générer des revenus passifs en fait grâce aux cryptos. Allez, je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir. Ciao, ciao.